Au tribunal, ma belle-mère m'accuse sous serment d'être incapable, nécessitant un tuteur. Je garde mon calme. Mais la juge démasque sa supercherie, vous pensiez que personne ne vérifierait? Son avocat pâlit, ma belle-mère se fige, stupéfaite, ne comprenant plus rien. J'ai perdu mon père, plus tôt cette année. Et avant même d'avoir fini mon deuil, ma belle-mère a commencé à parler de moi dans mon dos. Pas d'abord à la famille, mais à des avocats. Elle disait à tout le monde les trois mêmes choses, Delphine n'est pas bien. Delphine ne peut pas gérer ça. Delphine n'est pas en état de prendre des décisions. Je n'allais pas bien. Mais je n'étais pas non plus celle qu'elle décrivait. J'étais la seule à comprendre ce qui se passait, et c'était à moi de le prouver. Je m'appelle Delphine. Je travaille en audit financier et investigation. En termes simples, je passe ma vie à examiner les registres d'entreprise et à trouver ce qui ne colle pas. L'argent manquant, les fausses factures, les paiements qui continuent d'aller vers le même compte discret. C'est un travail lent et patient. On passe des heures devant des feuilles de calcul jusqu'à ce que les chiffres commencent à raconter une histoire. Ma famille n'a jamais vraiment compris ce que je faisais. Mon père, Pierre, ne l'a jamais entièrement compris non plus. Mais voici la chose qu'il demandait. Chaque fois qu'il demandait, il appelait et disait, « Delphine, alors, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Dis-le-moi en mots simples. » Et j'essayais d'expliquer et il écoutait comme si cela importait. Certaines personnes montrent leur amour par de grands gestes. Mon père, Pierre, montrait son amour en posant de petites questions et en voulant réellement connaître la réponse. Le nom de mon père était Pierre. C'était l'homme le plus discret que j'ai jamais connu. Il m'a élevé. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Il n'y avait que nous deux dans une petite maison de province avec un réfrigérateur bruyant et un Porsche qui avait besoin d'être peint tous les 2 étés. Il s'est remarié des années plus tard. C'est là qu'entre en scène Sylvie. Mais je m'avance un peu trop. Je veux d'abord vous parler des dimanches matins. Parce que si vous ne savez rien de cela, vous ne comprendrez pas le reste de l'histoire. Chaque dimanche matin, mon père, Pierre, m'appelait. Peu importait ce que je faisais, le fuseau horaire où je me trouvais ou à quel point nous prétendions être occupés l'un ou l'autre. Il appelait. Il disait, « Comment vas-tu, ma puce? Qu'est-ce que tu as mangé cette semaine? Quel temps faisait-il là-bas ?» Il demandait toujours d'abord le temps qu'il faisait. Non pas qu'il se souciait tellement de la météo. Je pense qu'il aimait juste avoir un petit point de départ, une porte sûre à franchir avant d'aborder autre chose. Parfois, tout l'appel durait 5 minutes. Parfois 15. Parfois, je marchais vers ma voiture et pouvais à peine l'entendre à cause du vent, mais il était là. Chaque dimanche, pendant des années, le son de la voix de mon père demandant le temps qu'il faisait était la chose la plus fiable de ma vie d'adulte. Le matin où je l'ai perdu était un mardi. C'était une affaire de cœur. Il est parti rapidement. Les semaines qui ont précédé ne l'ont pas été. C'était le genre d'appel où la personne à l'autre bout dit qu'elle est désolée et vous savez déjà ce qu'elle va dire avant qu'elle ne termine la phrase. Je ne suis pas arrivée à temps. J'ai conduit quand même. Je me suis assise un moment sur le parking de l'hôpital après qu'il m'ait dit que je n'avais pas pleuré sur le champ. Je pense que j'étais trop surprise. On peut savoir que quelqu'un a une maladie cardiaque et ne pas être prêt pour autant. La dernière fois que nous nous étions parlé, c'était le dimanche précédent. Nous avions parlé du temps qu'il faisait. Puis nous avions parlé d'un écureuil qui était entré dans son garage. Ensuite, il m'a demandé ce que j'avais mangé cette semaine et je lui ai dit que j'avais fait de la soupe. Il a dit, « C'est bien, ma puce. » Rien d'important. Rien que j'aurais écrit ou voulu me souvenir à l'avance. C'était peut-être ça, le but. Peut-être que les conversations importantes sont celles que l'on ne sait pas que l'on a. Le premier dimanche après son décès, j'ai préparé le petit déjeuner pour 2. Je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait automatiquement, comme on traverse une pièce dans le noir parce que nos pieds connaissent l'emplacement des meubles. J'ai posé 2 assiettes sur le comptoir. Puis je me suis arrêtée. J'ai regardé la 2e assiette. Je l'ai ramassée et je l'ai remise dans l'armoire.
Je suis restée là une seconde, la main sur la porte de l'armoire. Puis je suis retournée à mon café comme si de rien n'était. Le chagrin ne vient pas toujours en une grande vague. Parfois, il vient dans la petite chose que l'on fait mal sans réfléchir. Ma plus vieille amie, Camille, est venue aux funérailles. Elle me connaît depuis que nous sommes enfants. Elle connaissait aussi mon père, Pierre. Quand elle venait chez moi enfant, mon père lui disait « Comment vas-tu, ma puce ?» de la même manière qu'à moi. Aux funérailles, elle s'est assise à côté de moi sans rien dire. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle n'a pas fait de discours sur mon père. Elle ne m'a pas dit à quel point elle était désolée. Elle s'est juste assise à côté de moi pendant tout le service, la main posée sur le banc entre nous, assez près pour toucher la mienne si j'en avais besoin. C'est le genre d'amie qu'est Camille. Elle prend exactement la place que vous pouvez supporter. La personne qui a pris le plus de place ce jour-là était Sylvie. Sylvie est ma belle-mère. Elle et mon père se sont mariés il y a quelques années. C'est le genre de personne qui remplit une pièce parce qu'elle décide de la remplir. Aux funérailles, elle était au centre de tout. Elle a accueilli les invités. Elle a organisé la nourriture. Elle a raconté les 3 mêmes histoires sur mon père dans 3 conversations différentes. Et chaque fois, sa voix s'adoucissait un peu à la fin des phrases. Les gens la serraient dans leurs bras. Les gens lui apportaient de l'eau. Les gens disaient à quel point elle était forte. La personne qui a le plus parlé aux funérailles de mon père était la personne qui l'avait connu le moins longtemps. Mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Les personnes en deuil ne pensent pas équitablement. Je vais vous dire quelque chose à propos de Sylvie maintenant, et je veux que vous le gardiez à l'esprit car cela explique une partie de ce qui s'est passé ensuite. Sylvie avait des problèmes d'argent avant même de rencontrer mon père, Pierre. Elle n'en parlait pas. Je n'en ai appris les détails que plus tard. Cela n'excuse rien de ce qu'elle a fait. Mais cela explique pourquoi elle a agi si vite après le décès de mon père, Pierre. La première semaine après les funérailles, elle était toute douceur. Ma puce, repose-toi. Ma puce, je m'occupe de tout. Ma puce, laisse-moi m'occuper des papiers pour que tu n'aies pas à y penser. J'étais fatiguée et elle semblait gentille. Ce fut ma première erreur. La deuxième semaine, quelque chose a changé dans la façon dont les gens me parlaient. Ma tante Agnès, la sœur de mon père, a commencé à m'appeler d'une voix que je ne lui avais jamais entendue utiliser. Lente, prudente. Elle disait, « Delphine, comment vas-tu, ma chérie ? Tu as l'air si fatiguée sur les photos. Dors-tu un peu ?» Elle le disait avec amour, mais ce n'était pas la façon dont Agnès m'avait jamais parlé auparavant. Le plus vieil ami de mon père, Antoine, m'a appelé une fois cette semaine-là et a raccroché rapidement. Il a dit qu'il ne voulait pas me fatiguer. Je me souviens avoir posé le téléphone et l'avoir fixé pendant 1 minute car Antoine et moi avions toujours pu parler pendant 1 heure sans effort. Il m'a fallu quelques jours pour comprendre ce que j'entendais. Chaque personne du cercle de mon père qui avait parlé à Sylvie me parlait maintenant comme si j'étais faite de verre. Non pas parce qu'ils pensaient que j'étais faite de verre, mais parce qu'elle leur avait dit que je l'étais. La gentillesse qui a été placée là exprès par quelqu'un d'autre ne ressemble pas à de la gentillesse une fois qu'on le remarque. Cela ressemble à une porte qui se ferme très lentement. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. Je suis le genre de personne qui doit savoir quelque chose avant d'en parler. Environ 10 jours après les funérailles, j'étais assise à l'ancienne table de cuisine de mon père, avec une boîte de ses papiers devant moi. Sylvie m'avait dit qu'elle s'occuperait des comptes, mais je voulais voir les quelques derniers relevés. Non pas parce que je soupçonnais quelque chose, mais parce que je suis une personne qui lit les relevés. C'est ce que je fais. J'ai ouvert le plus récent et quelque chose de petit a attiré mon attention. Un virement sortant. Rien d'énorme. Le genre de montant qui ne se remarquerait pas si vous ne cherchiez pas. C'était décrit de la manière la plus ennuyeuse possible, frais de consultation. J'ai continué à lire. 2 pages plus loin, un autre. Même montant. Même description. Semaine différente. J'ai posé les relevés. J'en ai ouvert un plus ancien. Même chose.
J'ai pris un stylo et une feuille de papier. C'est ce que je fais pour vivre. On commence à écrire le modèle et le modèle commence à s'écrire lui-même. Je me suis dit la même chose que je me disais depuis 2 semaines, c'est le chagrin. Tu es fatigué. Tu vois des choses qui n'existent pas. Mon père m'avait appris une meilleure règle des années auparavant, quand j'avais commencé ce travail. Il avait dit, Delphine, si un chiffre semble faux, regarde encore. Ne discute pas avec toi-même. Regarde juste encore. Alors j'ai regardé encore et plus je regardais, plus c'était clair. Les dates n'étaient pas aléatoires. Les montants n'étaient pas aléatoires. Le compte vers lequel l'argent allait n'avait pas de nom. J'ai gardé un visage complètement impassible car il n'y avait personne dans la pièce à part moi. Et je ne voulais toujours pas réagir à voix haute. Puis j'ai vérifié la date la plus ancienne, le premier virement. Je me suis calé dans la chaise. J'ai posé le stylo. J'ai senti mon estomac devenir froid avant que mon cerveau ne rattrape ce que mes yeux regardaient. Le premier virement avait été effectué alors que mon père était encore en vie. Je suis restée assise à cette table de cuisine pendant longtemps, la main sur la bouche. Je n'arrêtais pas de vérifier et de revérifier la date du premier virement. Je voulais que ce soit faux. Je voulais l'avoir mal lu. Je continuais à faire le calcul dans ma tête. Mon père avait été à l'hôpital pendant quelques semaines avant son décès. L'affaire de cœur n'avait pas été soudaine. Elle s'était développée. Il y était entré pour ce qui devait être un court séjour et cela s'était prolongé. Le premier virement avait été effectué le 2e jour où il était dans ce lit d'hôpital. Mon estomac s'est retourné physiquement. Je l'ai senti bouger. Pendant que mon père était sous surveillance cardiaque, quelqu'un dans sa maison avait commencé à retirer des euros de ses comptes. Quelqu'un qui m'avait dit maintes et maintes fois la semaine après les funérailles, « Ma puce, laisse-moi gérer les papiers pour que tu n'aies pas à y penser. » Je n'ai rien dit à voix haute. Je n'ai appelé personne. Je me suis levée de la table. Je me suis lavé le visage dans l'évier de la cuisine parce que je ne pouvais pas atteindre la salle de bain. De l'eau froide. Je suis restée là, dégoulinante, 1 seconde. Puis je suis revenue et je me suis assise et j'ai fait la seule chose que je sais faire quand quelque chose ne va pas. J'ai commencé à construire un dossier. Je vais expliquer quelque chose sur la façon dont mon cerveau fonctionne parce que c'est important pour le reste de cette histoire. Quand je trouve quelque chose qui ne colle pas dans mon travail, je ne vais voir personne. Pas au début. Je m'y attarde. Je sors chaque dossier. J'aligne chaque date. Je construis l'image complète avant d'ouvrir la bouche. Parce que si vous sonnez l'alarme avant d'avoir la preuve, c'est vous qui avez l'air d'avoir tort. Et la personne que vous accusez prend de l'avance. Sylvie s'était donné une longueur d'avance dès le décès de mon père. Je n'allais pas lui en donner une autre. Alors, j'ai commencé à récupérer des relevés bancaires, de vieux emails, des reçus d'un tiroir du bureau de mon père, des dossiers d'assurance. J'ai travaillé à cette table jusqu'à ce que mon dos me fasse mal et que mes yeux brûlent et que la lumière de la cuisine passe de l'après-midi au soir à cette étrange couleur bleue que les fenêtres prennent juste avant la nuit. Je n'ai pas mangé. J'ai bu du café froid. J'ai continué. Pendant que je travaillais, une autre partie de mon cerveau assemblait un deuxième type de dossier. Les choses que les gens me disaient. La voix lente et prudente d'Agnès. Antoine raccrochant le téléphone en moins de 3 minutes. La façon dont Sylvie n'arrêtait pas de me dire de me reposer, le regard sur le visage de ma tante au supermarché quand elle m'a serré un peu trop longtemps. Je l'avais entendu comme de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. C'était une histoire que quelqu'un d'autre leur avait racontée sur moi, et ils l'avaient cru parce que la personne qui racontait l'histoire se tenait plus près du cercueil de mon père que moi. Une voix se construisait autour de moi. Une version de Delphine qui ne pouvait pas gérer les choses. Delphine qui s'effondrait. Delphine qui avait besoin de quelqu'un pour prendre des décisions pour elle. Elle prévoyait de prendre la voie d'abord. Puis elle allait prendre l'argent. Si elle n'avait visé que l'argent, je l'aurais attrapé plus vite. Mais elle avait compris quelque chose que je ne voulais pas admettre, si les gens qui m'aimaient pensaient que je n'allais pas bien, ils la laisseraient faire n'importe quoi.
2 jours plus tard, elle a officialisé sa démarche. J'ai reçu une lettre par la poste, une vraie. Sur papier. Je l'ai encore dans un tiroir quelque part. Ma belle-mère avait déposé des documents demandant à un tribunal d'envisager une tutelle légale pour moi. Elle était désignée comme la tutrice proposée en raison du récent décès de mon père, de ses préoccupations pour mon bien-être, de l'état dans lequel j'avais été depuis les funérailles. Je l'ai lu debout à ma porte d'entrée. Je l'ai lu 2 fois. Je suis retournée dans ma cuisine et je l'ai posé face cachée sur le comptoir. Je ne me suis pas assise. Je suis juste restée là, les 2 mains à plat sur le comptoir et la tête baissée. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas encore en colère non plus. J'étais quelque part au-delà de ces 2 choses, dans cette pièce silencieuse où votre tête va quand vous réalisez que quelqu'un a travaillé à mettre fin à votre vie tout en vous disant de vous reposer. J'ai appelé Agnès. Je ne lui ai pas parlé des papiers de tutelle. Je voulais juste entendre sa voix sans l'influencer. J'ai dit, Tante Agnès, j'ai quelque chose à te demander, penses-tu que je vais bien? Il y eut une longue pause. Puis elle a dit, de sa nouvelle voix prudente, Ma puce, je pense que tu devrais parler à un professionnel. Elle l'a dit avec amour. Je pouvais sentir qu'elle le pensait. C'était ça le pire. Elle n'essayait pas de me blesser. On lui avait raconté une histoire et elle la tenait comme une tasse d'eau qu'on lui avait demandé de porter. Je lui ai dit que j'y penserais. J'ai raccroché. Je me suis assise. J'ai ensuite appelé Antoine, le plus vieil ami de mon père, un homme qui venait chez nous quand j'étais adolescente et m'appelait « petite » et se moquait de ma musique. J'ai dit, Antoine, j'ai besoin de te parler. J'ai dit, mon père te faisait confiance. J'ai besoin de ton aide pour comprendre quelque chose. Il est resté silencieux. Puis il a dit, Delphine, ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi d'examiner des choses compliquées. Peut-être que tu ne devrais pas prendre de grandes décisions pour l'instant. J'ai tenu le téléphone à mon oreille après qu'il ait déjà raccroché. Ma main n'a pas bougé pendant un moment. Quand elle l'a finalement fait, j'ai réalisé que je m'appuyais sur le comptoir avec les 2 mains. Je n'ai pas pleuré. Je ne savais pas où regarder pendant quelques secondes. Puis mon téléphone a vibré. C'était Camille. J'ai répondu. Elle a dit, comment vas-tu? J'ai dit, je vais bien. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, Delphine, je te connais. Je te connais depuis que nous sommes enfants. Tu dis bien quand tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne lui ai pas dit. Je ne pouvais pas encore lui dire. Je n'étais pas prête à le mettre en mots car mettre quelque chose en mots le rend réel d'une manière différente. J'ai dit quelque chose de petit. J'ai dit que les choses étaient compliquées. J'ai dit que je gérais ça. Elle a écouté. Elle n'a pas insisté. Elle a dit, quand tu seras prête, je suis là, mais à ton rythme. D'accord. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché avec elle et je me suis assise dans ma cuisine et j'ai réalisé quelque chose. Sylvie avait dit à tout le monde que je n'allais pas bien. Camille venait de me dire en 5 mots qu'elle savait que j'allais bien, je te connais. 3 personnes différentes m'avaient parlé cet après-midi-là et une seule m'avait parlé comme si j'étais encore une personne. Ce n'était pas celle qui était de ma famille. Je suis retournée à mon dossier. J'ai travaillé 3 jours et 3 nuits de plus. J'ai sorti chaque virement. J'ai fait correspondre chaque date. J'ai trouvé les faux numéros de facture et j'ai trouvé les vrais. J'ai trouvé la société de conseil sans site web et sans employé. J'ai trouvé le compte sans nom et je l'ai tracé juste assez loin pour en être sûr. Je ne construisais pas encore un dossier pour le tribunal. Je construisais un dossier pour moi-même. J'avais besoin de savoir sur papier que je n'avais pas tort parce que tout le monde dans ma vie, sauf une personne, se tenait là à me dire que j'avais tort. La première fête sans mon père est arrivée au milieu de tout ça. Je ne vous dirai pas laquelle. Je ne veux la gâcher pour personne. Je vous dirai juste que j'étais assise seule à ma table de cuisine avec une assiette de nourriture que je n'ai pas vraiment mangée et j'ai ouvert le dernier SMS que mon père m'avait envoyé. C'était de ce dimanche matin-là. Il disait juste, comment va le temps, ma petite?
C'était tout. 3 mots, pas de ponctuation. Mon père ne ponctuait jamais ses SMS. Je l'ai regardé longtemps. J'ai pensé à supprimer la conversation parce que ça faisait mal de voir son nom en haut de mon téléphone. Je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas la force d'appuyer sur supprimer. J'ai fermé le téléphone. Je suis restée assise à la table et j'ai pleuré pendant peut-être 2 minutes. Pas le genre de larmes que l'on prévoit. Le genre qui s'échappe pendant qu'on regarde autre chose. Puis j'ai essuyé mon visage et je suis retournée à mon dossier. J'ai terminé le dossier le lendemain matin. J'avais chaque virement, chaque date, chaque reçu, chaque entrée correspondante. J'ai tout imprimé. Je l'ai mis dans un simple dossier en papier craft car un dossier simple est plus difficile à contester qu'un fantaisiste. L'audience était fixée à un jeudi matin. Une juge allait décider si j'avais besoin de quelqu'un pour prendre des décisions pour moi. Mes mains étaient froides le matin de l'audience. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas dit « c'est ton jour » car je ne suis pas ce genre de personne. J'ai juste mis le dossier dans mon sac et je suis sortie. Je me suis assise dans ma voiture sur l'allée pendant 1 minute avant de démarrer. Les 2 mains sur le volant, je respirais. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. C'était Camille. Il disait « Aujourd'hui, je suis avec toi. » Même si je ne suis pas dans la pièce. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mais je n'ai pas non plus supprimé ce message. J'ai mis le téléphone dans mon sac à côté du dossier et j'ai démarré la voiture. Quand je suis entrée dans le palais de justice, Sylvie était déjà là. Elle était d'un côté du couloir avec son avocat. Elle était habillée comme elle s'habille pour tout ce qui est important. Couleur neutre, chaussures souples, le genre de tenue qui dit à un juge que vous êtes stable et raisonnable avant d'ouvrir la bouche. Agnès se tenait à côté d'elle. Ma tante, la sœur de mon père, la femme qui m'avait élevée presque autant que mon père, se tenait à côté de la femme qui essayait de me priver de ma voix. J'étais seule de mon côté. J'avais mon dossier dans mon sac et un message de ma meilleure amie sur mon téléphone et le dernier SMS de mon père sur le même téléphone. C'était tout ce que j'avais apporté avec moi. J'ai dépassé Sylvie sans la regarder. Je me suis assise sur un banc devant la salle d'audience et j'ai posé le dossier sur mes genoux. J'ai gardé mes mains dessus. J'ai attendu. Ils ont appelé mon affaire et nous sommes entrés. La salle d'audience était petite, bois pâle, éclairage plat. L'avocat de Sylvie s'est levé le premier. Il avait une voix douce et son propre dossier. Il a expliqué à la juge que sa cliente était profondément préoccupée par moi. Il a utilisé le mot « deuil » 4 fois. Il a utilisé le mot « fragile » 2 fois. Il a dit que je n'étais pas en état de gérer seule la succession de mon père. Il a dit que Sylvie essayait seulement d'intervenir par amour. Je me suis assise à l'autre table avec mon dossier devant moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai écouté décrire une version de moi qui n'existait pas. J'ai attendu que la pièce soit silencieuse. La juge m'a regardée. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. Je me suis levée. Quelque chose tremblait en moi. Mais cela ne se voyait pas. Je pense que je tenais cela de mon père. Il avait été comme ça toute sa vie. Brisant à l'intérieur et se tenant droit à l'extérieur. J'ai dit, Votre honneur, je travaille en audit financier et investigation. Je trouve des problèmes financiers dans les entreprises. Je trouve les virements que les gens essaient de cacher et les comptes qui ne sont pas censés exister. Je le fais depuis longtemps. Ma belle-mère a dit à tout le monde dans ma famille que je suis incapable de gérer les affaires de mon père en ce moment. Je voudrais respectueusement montrer à la course sur quoi j'ai travaillé pendant que tout le monde me disait de me reposer. J'ai ouvert le dossier. Je l'ai étalé comme j'étale un dossier au travail. Une pièce à la fois. Je ne me souviens pas de chaque phrase car ma voix était stable d'une manière que je ne ressentais pas. Les relevés bancaires d'abord. Les virements du compte de mon père. Petit au début, puis plus important. J'ai pointé le premier et j'ai dit, ce virement a été effectué 2 jours après l'admission de mon père à l'hôpital. Il était sous surveillance cardiaque. Il ne prenait pas de décision financière ce jour-là.
J'ai ensuite étalé les factures. Une société de conseil qui avait envoyé 3 factures en un mois à la succession de mon père pour des services que personne ne pouvait décrire. La recherche d'enregistrement commercial. Pas d'adresse, pas d'employé, pas de site web, le compte vers lequel les paiements étaient acheminés. Je l'avais tracé assez loin pour savoir à qui il était rattaché. J'ai regardé Sylvie quand j'ai dit le nom. Elle ne m'a pas regardé. J'ai dit, votre honneur, mon deuil est le mien. Je suis ici parce que pendant que ma belle-mère disait à tout le monde dans ma famille que je n'étais pas assez bien pour gérer les affaires de mon père, elle y retirait des euros. Une partie alors qu'il était encore en vie. La demande de tutelle a été déposée 4 jours après que j'ai commencé à poser des questions sur les comptes. Je voudrais que le tribunal tienne compte du timing. La pièce est devenue très silencieuse. L'avocat de Sylvie a dit que les documents devaient être vérifiés. Il a dit que ce n'était pas l'endroit pour cela. Il a dit que sa cliente avait une explication. Elle ne peut pas gérer ça, votre honneur. Elle a besoin d'un tuteur. Je suis restée silencieuse et l'ai laissé le dire. Puis j'ai fait glisser le dossier ouvert vers la juge. La juge a baissé les yeux sur la première page. Elle a lu la date du virement 2 fois. Puis elle a retiré ses lunettes. Elle a regardé Sylvie et a dit, « Vous pensiez vraiment que personne ne vérifierait ?» Le visage de son avocat a changé en premier. Sylvie a ouvert la bouche comme si elle allait expliquer. Puis elle s'est figée. La juge a gardé ses lunettes retirées. Elle a regardé Sylvie pendant une longue seconde, puis est revenue au dossier. Quand elle a finalement parlé, sa voix était neutre. Elle a rejeté la demande de tutelle d'urgence. Elle a gelé les comptes en attendant un examen et a déclaré que les documents seraient transmis aux autorités compétentes. Le tribunal examinerait l'affaire plus en profondeur. Sylvie a essayé de parler. Elle a dit que c'était des dépenses normales. Elle a dit que Pierre était au courant. J'ai dit de mon côté de la pièce, mon père était à l'hôpital sous surveillance cardiaque. Êtes-vous en train de dire qu'il a approuvé ses virements depuis son lit? Elle n'a pas répondu. Elle a regardé la table. Ce fut le moment où la pièce a changé. Personne ne me cherchait plus de signes de faiblesse. Ils regardaient tous le dossier. Je me suis levée. J'ai remis mon dossier dans mon sac. Je suis sortie de la salle d'audience. Agnès attendait dans le couloir. Elle se tenait près d'une fenêtre, la main sur son sac à main et la bouche un peu ouverte, comme si elle avait voulu dire quelque chose depuis la dernière heure et ne trouvait pas ses mots. Quand je suis sortie, elle a fait un pas vers moi. Elle s'est arrêtée. Elle a fait un autre pas. Elle a dit, « Delphine, je ne savais pas. » J'ai dit, « Je sais. » Personne ne savait. Parce que personne ne m'a demandé. Tout le monde a demandé à Sylvie. Ses yeux se sont remplis. Elle a dit, « J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû te demander. » J'ai dit un tas de choses que l'on m'avait dit de dire, et je ne les ai même pas entendues sortir de ma propre bouche. Elle a dit, « Je suis tellement désolée, ma puce. » Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave. Je n'avais pas ça en moi encore. Mais je ne me suis pas éloignée d'elle non plus. Je l'ai laissée se tenir à côté de moi. Je l'ai laissée poser sa main sur mon bras. C'était ce que je pouvais lui donner ce jour-là. Elle l'a pris. Antoine est sorti de la salle d'audience une minute plus tard. Il a traversé le couloir directement vers moi. Quand il s'est approché, il s'est arrêté à environ 30 centimètres. Il n'a pas essayé de me toucher. C'était un homme qui connaissait mon père depuis 40 ans et il me regardait comme s'il ne savait pas où mettre son visage. Il a dit, « Je connaissais Pierre. » Oui. Je le connaissais depuis longtemps. Il a dégluti. Il a dit, « J'aurais dû te connaître aussi. » Je l'ai regardé. Je n'étais pas en colère. Je n'avais juste aucune douceur à revendre. J'ai dit, « Mon père me connaissait. Pour l'instant, c'est suffisant. » Il a hoché la tête. Il a reculé. Il n'a rien dit d'autre. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Certaines personnes comprennent qu'une excuse n'obtient pas toujours de réponse le même jour.
Antoine l'a compris. Je suis sortie du palais de justice. Le soleil était éclatant. Je suis restée sur les marches un instant et je l'ai laissé se poser sur mon visage. Mon téléphone a vibré. C'était Camille. Elle a dit, comment ça s'est passé? J'ai tapé 3 lettres. J'ai dit, fini. Elle a répondu immédiatement. Elle a dit, bien. Viens si tu veux. Ou pas. Dans les 2 cas, j'ai souri. Pour la première fois de la journée, parce que Camille était la seule personne qui n'essayait pas d'obtenir quelque chose de moi, pas même une réponse. Je ne suis pas allée la voir ce soir-là, mais je savais que je le pouvais. Je suis montée dans ma voiture. J'ai posé le dossier sur le siège passager. Je suis restée les mains sur le volant et je n'ai pas bougé pendant un moment. Ma poitrine était chaude, pas heureuse, juste ouverte, comme si quelque chose s'était enfin relâché. Je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon canapé dans le noir, mon téléphone à la main. J'ai ressorti le dernier SMS de mon père. Comment va le temps, ma petite? J'avais regardé ce message presque tous les jours depuis les funérailles. Je ne l'avais jamais supprimé. Et c'est là que j'ai pleuré. Pas au tribunal, pas dans le couloir avec Agnès, pas sur les marches du palais de justice, ici seul, regardant 3 mots d'un homme qui ne m'en enverrait jamais un autre. Ce n'était pas bruyant. Quand cela s'est arrêté, je me suis lavé le visage dans l'évier de la cuisine. J'ai préparé du thé. Je suis restée à la fenêtre un moment et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis quelques mois. Je pense que c'était du soulagement. Je ne suis pas sûre. Le lendemain, je suis allée voir mon père. Je me suis assise près de la pierre tombale un moment. Je n'ai pas apporté de fleurs. Je n'ai pas apporté de discours. Je me suis juste assise là, les genoux repliés et les mains sur l'herbe. Après un long moment, j'ai dit à voix haute, je m'en suis occupée, papa. J'ai attendu une seconde comme si j'allais en dire plus. Je n'avais rien de plus. C'était toute la phrase. Je me suis levée. J'ai brossé l'arrière de mon jean. Je suis retournée à ma voiture. Le dimanche d'après, je me suis levée et j'ai préparé le petit déjeuner. Je n'ai mis qu'une seule assiette. Je ne me suis pas surprise à en chercher une deuxième cette fois-ci. Je ne sais pas quand cette habitude s'est finalement arrêtée. Quelque part entre le tribunal et l'herbe du cimetière, je pense. J'ai versé mon café. Je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai regardé la chaise vide en face de moi. Je n'y ai rien mis. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Agnès. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était prudente d'une nouvelle manière maintenant. Pas la prudence fragile qu'elle avait eue pendant les semaines de Sylvie. Une prudence qui essayait de faire mieux. J'ai dit, bonjour, tante Agnès. Comment vas-tu? Elle a dit qu'elle allait bien. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, quel temps fait-il là-bas? Il y eut une petite pause. Puis elle a dit, c'est beau. Ensoleillé, un peu froid, mais ensoleillé. Je lui ai dit que j'étais assise dans ma cuisine avec un café. Nous avons parlé pendant environ 5 minutes de rien, de tout. Quand j'ai raccroché, je suis restée là une seconde, le téléphone à la main. Mon père ne m'a pas laissé de grands discours. Il ne m'a pas laissé de lettres dans un tiroir. Il m'appelait tous les dimanches et me demandait quel temps il faisait. Il demandait si j'avais mangé cette semaine. Il disait, ma puce. Puis il est parti. Et dans les semaines après son départ, les gens ont essayé de faire de moi quelqu'un qui avait besoin d'être pris en charge. Sylvie a essayé de prendre les comptes. Les gens qui m'aimaient ont cru ce qu'on leur disait avant de me demander. Mais mon père m'avait appris quelque chose, si quelque chose semble faux, regarde encore. Alors je l'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai regardé encore. J'ai gardé ma bouche fermée jusqu'à ce que j'ai la preuve. Et puis j'ai mis la preuve sur le bureau d'une juge dans un dossier simple. Et je l'ai laissé parler. Mon père aurait aimé ça. Ce n'était pas non plus quelqu'un de discours.